Alors en Sexy News aujourd'hui, Philippe Arlin, on va évoquer la sexualité du roi Soleil, Louis XIV, grâce à Dimitri Casali qui nous a rejoint. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous êtes historien bien sûr. Votre dernier livre que je conseille vraiment parce que moi j'ai adoré, c'est Napoléon sur le divan. C'est aux éditions Flammarion. Vous êtes également compositeur de cet opéra rock sur Napoléon. Voilà. Mais on va pas parler de Napoléon chaque fois que vous venez. Non. Surtout qu'il y en a un nouveau en préparation sur toute l'histoire de France, dont bien sûr Louis XIV. Alors Louis XIV, moi j'ai l'image comme ça d'un homme hyper brillant sexuellement, ayant eu énormément de maîtresses. C'est vrai ou pas? Alors, Louis XIV, c'est la longévité, 72 années de règne, c'est-à-dire que les 30 premières années, c'est exactement ce que vous venez de dire, Brigitte. C'est un roi, c'est le roi Soleil, très performant, puisqu'on parle de plus de 300 maîtresses, des princesses aux soubrettes, tout le monde y est passé, et en digne petit-fils d'Henri IV, le vert galant. Il aura 17 enfants extra-conjugaux, dont 8 seront légitimés. Mais ce qui se passe justement, c'est qu'au bout de 30 ans de performance, aux alentours de 45-46 ans, je vais vous raconter, il a commencé à 15 ans, et bien justement, il a abusé des poudres aphrodisiaques et ses pannes sexuelles vont se multiplier. Oh, le pauvre. Et Philippe Arlin n'était pas là. Bah non, mais bon, je n'aurais peut-être pas suffi. Et c'est aussi le moment où il va rencontrer Madame de Maintenon, qui est sa dernière favorite, qu'il va épouser lors d'un mariage morganatique, et peut-être que aussi elle lui a coupé un peu tous ses effets, puisque Louis XIV, c'est celle qui était très très pieuse, très pieuse et très dévote. C'est une personnalité de roman, très attachante, certes, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas le poids par rapport à la marquise de Montespan, à Louise de la Vallière, toutes les maîtresses voluptueuses que Louis XIV a accumulées depuis l'âge de 15 ans, puisque c'est dès l'âge de 15 ans qu'Anne d'Autriche, sa mère, a demandé à une de ses servantes, la plus experte dans les choses de l'amour, de dépuceler le jeune souverain. Elle a fait appel à Cato, à la baronne de Beauvais, surnommée Cato la Borgnesse, parce qu'elle était borgne et elle était particulièrement ardente. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'elle était borgne qu'elle était ardente. Non, mais peut-être qu'elle avait... Elle n'était pas regardante. Elle n'était pas regardante. Et donc un jour, elle alla trouver le jeune Louis XIV dans les couloirs du Louvre, assez sombre et froid, et tout de suite, elle lui mit la main dans la culotte. Et aussitôt, elle l'emporta dans sa chambre, et là, à partir de ce jour-là, Louis XIV fut émerveillé. Il alla tous les jours chez la baronne de Beauvais. Elle en avait 42. C'est elle qui lui a fait sa première initiation sexuelle. Mais voilà, il faut dire, quand c'est particulièrement réussi, il a pris goût à l'amour, et à partir de là, il était véritablement émerveillé par les choses du sexe. Donc désormais, nous raconte la princesse Palatine, tout lui était bon, pourvu que ce fussent des femmes, paysannes, filles de jardiniers, femmes de chambre, dames de qualité, toutes à condition qu'elles fissent seulement semblant d'être amoureuses de lui. Il avait besoin de ce... Voilà, c'était le roi Soleil quand même. Donc à partir de là, c'est une fête perpétuelle, les 30 premières années du règne de Louis XIV. Il collectionne Louise de la Vallière, Chantal de Gramont, la princesse de Monaco, et enfin la voluptueuse et splendide marquise de Montespan, Françoise Athénaïs de Mortemart. Et justement, quand elle est arrivée, elle a chassé la princesse de Monaco, qui aussitôt se répandit dans toute la cour de Versailles en disant qu'elle se plaignait toujours de la petite taille du sceptre du roi, pour se venger d'avoir été délaissée. D'accord, mais on en sait quelque chose ou c'est que des on-dit C'est des on-dit. Alors il faut que vous sachiez que Louis XIV mesurait 1m66. Donc remarquez, à l'époque, c'était pas si petit que ça. C'était pas si petit, mais bon, je ne pense pas qu'il est voilà. Et mais bon, pour se replacer dans le contexte de l'époque, il faut savoir que toutes ces femmes qui se jetaient à son cou, un observateur note, il faut avoir quelque indulgence envers ce roi qui faute sans arrêt, entouré de tant de diablesses qui cherchent tout à le tenter. Parce que les femmes de cette époque sont encouragées, que ce soit par leur mère, leur père,
leurs frères et leurs maris à rejoindre le roi, à coucher avec le roi. Donc effectivement, c'est la manière dont ça marche à cette époque. Et la marquise... cette époque, ça marcherait encore aujourd'hui. Dans beaucoup d'époques. Hein, voilà, c'est un peu l'allusion que je voulais faire avec aujourd'hui aussi, bien sûr. Et dans certains mondes cinématographiques, n'en parlons pas. Donc enfin, la marquise de Montespan, d'une beauté incomparable, avec ses yeux bleus immenses, ses lèvres pulpeuses, ses cheveux couleur maïs, longs, épais, tombant délicatement sur ses épaules, est une des rares à parvenir à combler l'appétit sexuel de Louis XIV. C'est-à-dire que dans ces 17 ans, ça a duré 17 ans leur liaison, c'était 3 fois par jour, hein. Il culbutait sa maîtresse dans toutes les salles, dans toutes les... Et 3 fois par jour, il faisait l'amour 3 fois par jour. 3 fois par jour avec la Montespan, avant même que les femmes de chambre de la Montespan n'aient eu le temps de lui retirer ses fameuses robes imposantes. Donc parfois devant toutes les servantes, il allait et voilà. Donc c'était vraiment Louis XIV tel qu'on l'aime, hein, tel qu'on l'admire aussi, puisque il faut vous dire que cette mise en scène spectaculaire, on en a déjà parlé du pouvoir royal, plaisait énormément au bon peuple. Ça plaisait beaucoup aux Français de l'époque, et peut-être qu'aujourd'hui on a gardé encore par rapport à d'autres peuples cette idée de monarchie, de présidence ultra virile, hein, comme on en a déjà parlé. Mais le marquis de Montespan était furieux, il n'appréciait guère d'être fait cocu par le roi, et il jura d'attraper une maladie vénérienne en se rendant dans tous les bordels de Paris pour la redonner à sa femme afin que le roi soit contaminé. Donc le roi l'envoya aussitôt à la Bastille et au bout d'un mois le libéra, mais il l'appréciait tellement peu d'être fait cocu par le roi. Quand il a été exilé dans son château de province, dans la Dordogne, il a fait démolir la porte d'entrée de son château parce que, disait-il, partout, il avait des cornes de cocu qui l'empêchaient de rentrer chez lui. Donc c'était vraiment une autre époque, cette époque du début du libertinage, c'est sûr. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène la marquise, Françoise d'Aubigné, qui va devenir la marquise de Maintenon, puisque la Montespan a 8 enfants illégitimes du roi Louis XIV. Donc il fallait bien s'en occuper, et c'est la Montespan qui a fait engager baby-sister avant de devenir la maîtresse du roi, tout à fait. Mais elle va si bien s'occuper des enfants royaux, des bâtards royaux, comme on disait. Mais d'après vous, Dimitri Casali, est-ce qu'elle a manipulé le roi, ou est-ce qu'au départ elle était vraiment, elle aimait les enfants et elle s'en occupait bien? Non, c'est une personne attachante, qui sait très bien, qui aimait véritablement les enfants royaux. On sait qu'elle est restée très liée avec le duc de Toulouse et tout ça. Non, ça c'est une vérité. Mais bon, elle a bien vu que il y avait une place à prendre. Donc pendant 17 années de favoritisme de la marquise de Montespan, effectivement, la marquise de Montespan a vu toutes ces femmes, puisque Louis XIV continuait à aller voir ailleurs, hein, il n'avait pas qu'une seule favorite. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant 17 ans, donc Madame de Maintenon a été finalement un peu la confidente tendre du roi, et tout doucement, le roi Louis XIV, perdant un peu sa virilité, s'est finalement retourné vers une femme plus maternante et tendre. Et c'est comme ça que la relation s'est créée, j'imagine. C'est tout à fait ça, surtout que la marquise de Maintenon ressemblait à sa mère, Anne d'Autriche. Donc, vous voyez, il y avait l'idéal de femme. Mais bon, et puis la marquise de Montespan a très mal joué, puisque vous le savez, c'est l'époque aussi de l'affaire des poisons. Elle a voulu, à force d'augmenter la dose des filtres d'amour qu'elle donnait à Louis XIV, c'est elle qui lui faisait ingurgiter. Il y avait un marché clandestin à l'époque où on pouvait trouver de la cantaride, bien sûr, mais aussi de la poudre de crapaud, de l'œil de vipère, de la testicule de sanglier, de l'urine de chat. Donc, le pauvre Louis XIV n'arrêtait pas d'avoir de fréquents malaises avec tout ce qu'il ingurgitait. Et à ce moment-là se produisit l'affaire des poisons. Donc la Madame de Montespan
voulant conserver les faveurs du roi, elle a trouvé une sorcière, la fameuse Lavoisin, qui avait des recettes miracles, soi-disant. Et un beau jour, elle a invité à une messe noire, où là, carrément, la marquise de Montespan a dû reposer sur un autel étendu où brillaient des ceinturés de cierges. Et la sorcière aurait posé un calice sur son ventre. Et une scène horrible se serait déroulée, c'est-à-dire un sacrifice d'enfants, de petits enfants, afin de fabriquer ces filtres d'amour que la marquise faisait introduire ensuite dans la nourriture royale. Donc bien sûr, quand Louis XIV a su ça, avec son ministre de la police, la Reynie et tout, et bien sûr que la Montespan a perdu toutes ses faveurs, et là, Maintenon avait une avenue pour devenir la favorite du roi. Elle s'est refusée à lui pendant 17 ans, et à ce moment-là, en 1683, un beau soir, elle a finalement cédé au roi. Et là, effectivement, le roi, qui était de plus en plus amoureux d'elle, a fini par craquer. Mais l'influence politique de la Maintenon a été détestable, il faut le dire. C'est elle qui l'a poussé à rétablir l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, à révoquer l'édit de Nantes. Et là, c'est la perte terrible pour le royaume. Plus de 250 000 protestants ont dû fuir la France, et la persécution. Et c'était des personnages, la plupart du temps, des chefs d'entreprise, des médecins, des notables. Donc là, ça a été une catastrophe nationale pour le royaume de France. Et effectivement... Oui, donc, dans ce que vous voulez nous dire, Dimitri Casali, c'est qu'une fois de plus, on voit le pouvoir des femmes auprès des dirigeants, et qu'elle a été finalement assez nocive pour l'économie française à l'époque. Oui. Ah, ça, c'est une certitude. C'est une frustrée, en fait. Oui, elle a servi son Dieu. Elle répétait d'ailleurs Oui, vous avez raison, Philippe, puisqu'elle était catholique. Elle était extrêmement bigote, et puis surtout, à la fin, elle est devenue, je sais pas, elle s'est raidie, elle était vraiment moins généreuse que... Et par exemple, elle disait, chaque nuit, c'est un véritable esclavage de devoir satisfaire les demandes royales, parce que le roi restait extrêmement demandeur sexuellement. Mais bon, écoutez, elle resta avec lui jusqu'en 1715, quand il est mort de la gangrène sénile de la jambe, et l'histoire finalement la traitera en reine, même si ce fut un mariage morganatique, c'est-à-dire que c'est un mariage secret, personne ne sut que la Maintenon avait épousé Louis XIV, et l'histoire la traitera en reine, car sa dépouille sera profanée par les révolutionnaires au même titre que les autres personnages royaux. Voilà. Bon, elle n'est pas très sympathique finalement, cette femme. Mais la Montespan, elle a fini dans les couvents. Elle est devenue religieuse sur sa fin de vie. Après cette affaire des poisons, effectivement, elle s'est réfugiée dans son château de Chagny, parce qu'à chaque fois que les maîtresses de Louis XIV couchaient avec le roi, elles obtenaient un château. Oui, ça va, c'est pas si mal. Merci en tout cas Dimitri Casali, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. On se quitte un court instant et on vous retrouve, vous, bien sûr, sur Sud Radio.